Il y a beaucoup d'ignorance autour de la sexualité. Cette phase, elle est difficile d'oser dire en fait non. Le consentement, c'est aussi éduquer les garçons. La sexualité, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Je vais laisser nos panélistes se présenter. Je m'appelle Aurore Vincenti, je suis linguiste de formation, donc je travaille sur la langue française et la langue anglaise depuis maintenant 15 ans. Et j'ai eu envie dans mon parcours d'amener plus de corps, parce que j'avais beaucoup de tête et beaucoup de réflexions et j'étais beaucoup assise à un bureau. Et j'ai désiré amener plus de corps dans ma pratique, donc progressivement j'ai étudié des pratiques corporelles, somatiques, j'ai étudié la sexologie, je suis retournée à la fac. Et donc aujourd'hui, je suis linguiste, éducatrice somatique sur des questions de sexualité et j'accompagne en grande partie des personnes, surtout des femmes, qui viennent suite à des violences sexuelles ou sexistes pour un travail corporel de rééducation corporelle et à la sexualité. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Aline Thomas, je suis journaliste, réalisatrice et productrice. Je suis aussi la fondatrice d'une association qui s'appelle la Grosse Asso, qui est une association qui lutte contre la grossophobie. La grossophobie, c'est la discrimination des personnes grosses. En ce qui concerne mon travail de journaliste et de réalisatrice, j'ai essentiellement pendant toute ma carrière travaillé sur des sujets de société. Et spécifiquement aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les femmes et la relation des femmes à la société. Et avec la Grosse Asso, je travaille beaucoup sur la sensibilisation à la grossophobie dans les écoles. Bonjour à tous, donc moi c'est Aïna, je suis sexothérapeute et dans mon métier, j'aide les personnes, les humains, à comprendre leur mode d'emploi sur le domaine de l'intime et de l'affectif pour les aider à retrouver confiance et construire des relations saines et durables. Donc j'ai mon cabinet, mais j'interviens aussi sur d'autres domaines. Je fais comme Aline aussi des interventions en collège, en lycée, où là, moi, ma mission, c'est plus de déconstruire les idées reçues sur la sexualité, notamment tout ce qui est lié aux premières fois. Et à côté de ça, je fais aussi de la radio, j'ai une chronique sexo où, pareil, on aborde tous ces sujets qui sont tabous auprès des femmes, des hommes sur la sexualité. Et puis, je fais aussi des conférences pour transmettre, informer. Toutes les trois, est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, qu'est-ce qui fait que ce sujet-là est aussi tabou et pourquoi est-ce que c'est important de le briser? Je pose cette question pour vraiment donner du contexte et pour qu'on voit ensuite où est-ce qu'on va. Disons que la base qui fait que c'est aussi tabou, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ignorance autour de la sexualité. On en parle peu, il y a très peu d'informations. Et le manque d'informations, forcément, quand il y a des choses qu'on ignore, l'inconnu, on ne va pas forcément en parler. Donc ça serait une des raisons principales, disons, le manque de communication autour de la sexualité. Il y a aussi tous les autres spectres, la religion, les traditions. Moi principalement je vois ça, en fait, pour faire gros, pour faire global, pour éviter d'entrer dans le détail, on ne va pas spoiler les autres questions, principalement. Et pourquoi est-ce que c'est important d'en parler, justement? Je pense que là, Aurore aura beaucoup plus de réponses à ça, c'est que en parler, ça pourra éviter d'en souffrir accessoirement, de se faire mal, et puis également d'éviter tout ce qui risque de violence, puisque si on n'en parle pas, on ne peut pas être au courant de ce qui est bon ou pas pour nous. On parle beaucoup de sexualité et pourtant c'est toujours très tabou. Je pense qu'on ne peut pas parler de ça sans parler des représentations qu'on voit on est dans une société d'images et on a forcément une vision, contrairement à avant quand il n'y avait pas d'images ou quand il y en avait très peu, on a une vision stéréotypée de la sexualité. C'est-à-dire qu'un corps qui a une sexualité doit ressembler à un corps extrêmement normé. Et qu'à partir du moment où on ne se sent pas représenté dans les représentations stéréotypées de la sexualité, et on se sent en dehors de la sexualité. Donc si on a une sexualité alors qu'elle ne ressemble pas à celle qu'on nous présente partout, forcément c'est un peu honteux. Enfin, on ne sait pas où est le curseur en fait. Vous anticipez bien ma prochaine question qui est comment, de façon concrète, comment le corps influence notre sexualité, notre rapport nous-mêmes intime avec notre propre corps a une influence sur la sexualité. C'est un rapport avec l'image de soi aussi et de l'estime de soi, c'est-à-dire je parlais de l'école tout à l'heure et en fait on commence très tôt. Le corps en général, il est
regarder, objectiver, on construit notre estime de nous, notre image de nous avec le regard des autres, d'abord avec le regard des parents, et puis avec le regard qui est aimant des gens autour de nous, et puis ensuite à l'école. Et tout le monde a un avis sur notre corps très tôt. Et quand on a un corps qui est un petit peu en dehors de la norme, ça affecte forcément à un endroit l'image de soi, l'estime de soi. La vision qu'on va avoir de notre propre corps, si on n'est pas à l'aise dedans et si on a l'impression qu'on n'est pas assez bien, bah forcément ça va générer des croyances. Et il y a Beck qui parle énormément de ça, c'est un pionnier en termes de TTC, c'est tout ce qui est thérapie comportementale. Et en fait, il a expliqué que chacune de nos croyances va générer des pensées automatiques. Et ces pensées automatiques, c'est les petites voix qu'on a dans notre tête qui vont nous dire « Ouais, mais t'es pas assez bien, faut éteindre la lumière parce que, regarde, t'as un bourrelet dans le dos, donc t'es pas désirable, tu seras jamais désirable. » Ça, c'est nos petites voix intérieures dans la tête, c'est nos pensées automatiques. Et ces pensées automatiques, elles vont influencer nos comportements. Donc si on se base juste sur la vision sexuelle, eh bien, bah, forcément, si on se sent mal ou on se sent pas forcément, on a une image négative de notre corps, eh bien inconsciemment, ça va venir conditionner la qualité de nos rapports. Comment, selon vous, on peut remédier un petit peu à ça et se dissocier justement de ces différentes injonctions et se rapprocher de son corps pour remédier à ça, en fait, et être un peu plus dans le « je vis la sexualité que j'ai envie de vivre ». En fait, on pose un regard, c'est-à-dire que c'est pas le regard de l'autre qui est posé sur soi, c'est son propre regard qui sort de soi et qui... En fait, on se regarde de l'extérieur. Et la clé pour avoir une sexualité épanouie, il y en a d'autres, hein, mais il y en a une qui est vraiment importante, c'est passer de ce regard extérieur, qu'on appelle dans le jargon le spectatoring, à un regard intérieur, qui n'est donc plus un regard, mais qui est de la sensation. Comment je passe de « je me regarde » à « je me sens », je sens ce que je sens. Et ça, c'est vraiment l'enjeu pour moi qui est majeur. Et ça veut dire avoir accès à cette sensation. J'avais fait un cercle de parole, un cercle de discussion sur la sexualité au tout début de Find Yourself qui m'avait énormément marqué. Parce qu'il y avait énormément de choses qui étaient partagées. Je ne pensais pas qu'on allait rentrer dans des trucs aussi intimes, mais c'était très intéressant. Mais un truc qui m'a frappée, c'est que j'ai constaté en tout cas que toutes les femmes qui avaient été présentes pendant ce cercle, enfin la majorité des femmes, pardon, il y a eu un moment où les limites n'ont pas été respectées, mais parce que les limites n'ont pas été... Alors, c'est pas les seules raisons, mais les limites n'ont jamais été posées aussi. Est-ce que vous sauriez me dire, en tout cas donner des pistes de réflexion ou de travail que vous explorez, vous toutes à votre niveau, sur justement la pose de limites? Comment on fait pour comprendre quelles sont ces limites? Comment on fait pour les poser, les exprimer? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est vraiment important de le faire? Comment identifier ses limites? Alors moi, il y a un exo que je fais toujours au cabinet avec les personnes que j'accompagne. C'est quelque chose de très simple qu'on fait en fait inconsciemment dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qui nous permet d'être épanoui dans notre sexualité? Ça permet de lister déjà les grandes lignes de voilà, ce qui nous fait du bien, ce qu'on a envie d'explorer, ce avec quoi on est à l'aise. Et puis à côté, de faire la même chose, mais sur ce qui nous empêche de nous épanouir dans notre sexualité. Et en fait, le fait de pouvoir déjà lister nous permet d'identifier. Le fait d'identifier permet de mettre de la conscience. Et le fait de mettre de la conscience, c'est la clé du succès pour réussir à communiquer. Parce que, en fait, cette identification de nos besoins et de nos non-besoins, ça va permettre de retrouver de la clairvoyance avec nous-mêmes. Au sujet de cette question des limites, on ne va pas se mentir, quand on les pose, enfin, quand on en prend conscience, généralement, c'est qu'on les a franchis. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais malheureusement, on passe beaucoup par là. Et qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on a franchi une limite? C'est quand le corps nous envoie un signal. Moi, je suis très corps. Hein. Je suis très corps au sens où le système nerveux, pour moi, enfin, le cerveau, c'est un organe. Donc, pour moi, il faut apprendre à écouter les signaux du corps. Et donc, comment est-ce qu'on sait qu'on a franchi une limite? Quand le corps nous envoie un signal de là, il y a un truc qui ne va pas. Comment est-ce qu'on fait pour encourager justement une culture du consentement? À titre personnel, j'ai pensé pendant des années que c'était super sexy de se faire plaquer contre un mur. J'ai voulu que ce soit super agréable pour moi. Ça ne l'était jamais. J'étais terrifiée quand on me plaquait contre un mur. Et pourtant, dans tous les films, ce qui était sexy, c'était la nana qui se fait plaquer, et voilà, elle est prise d'un désir, d'une bouffée, voilà.
Et ça ne marchait pas pour moi. Et donc j'ai essayé de faire en sorte que ça marche pour moi. J'ai nourri ma sexualité de façon à introduire de l'imprévu, à gérer mon système nerveux dans des situations imprévues. J'ai vachement bossé. Et en fait, il y a un jour où je me suis dit, mais je n'aime pas ça. Ça me fait peur, en fait, ces moments-là où un corps se précipite sur le mien et m'écrase. En fait, ce n'est pas sécurisant. Et c'est mon regard qui a changé et qui m'a permis de me dire, bon, je peux trouver érotique le fait qu'on me demande la permission de me toucher. Et ça, en fait, ça fait partie d'un apprentissage. Enfin, moi, ce qui me marque là, c'est qu'il n'y a que des femmes et que le consentement, c'est aussi éduquer les garçons. Et tout simplement définir ce qu'est le consentement et en parler. Et en parler encore, et en parler encore, comme tu disais, même si c'est pas sexy. Voilà, à l'école, on fait plein de choses pas sexy, on fait de la grammaire. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a déjà des dépassements de limites de la part des garçons. Je vous donne un exemple un peu bête. Quand on demande aux enfants, parce que quand ils sont beaucoup, pour que tout le monde puisse répondre à la question, on leur demande, comme dans la classe, de lever la main. Et les garçons, ils lèvent la main et en même temps ils répondent. Et ce sont des micro-choses qui font que quand on arrive au lycée ou plus tard et qu'on dit « oui, mais bon, je croyais qu'elle était d'accord », sauf que personne leur a appris que déjà on ne se voterait pas sur une fille pour répondre avant elle, ou qu'on la poussait pas quand on fait un sport collectif et qu'on la pousse pas parce qu'on a absolument envie de marquer un but et du coup on lui marche dessus parce qu'elle n'était pas assez performante au foot pendant le cours de sport. Comment je parle de sexualité, notamment de limites à mes enfants quand j'en aurai. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez déjà, sur lesquelles vous travaillez déjà, sur comment on fait pour justement changer ça dès le plus jeune âge, quoi. Je pense que le gros du travail sur la sexualité, pour nous, même en tant qu'adultes, et a fortiori pour les enfants, c'est un travail qui se situe dans un avant de la sexualité. Et pour les enfants, le gros travail, il est à faire à l'endroit des limites du corps. Qu'est-ce que tu as le droit de toucher chez toi, chez l'autre? Comment tu peux refuser qu'on te touche? Comment, si on essaie de te toucher, tu peux dire non? Et si jamais on ne respecte pas cette interdiction, tu viens me voir et je vais t'aider à régler ce problème. Et c'est posé très très tôt, dès que l'enfant est capable de s'essuyer lui-même ou elle-même aux toilettes par exemple, c'est ton sexe, c'est toi qui t'essuies, tu es la seule personne à pouvoir l'essuyer. Et puis répondre aux questions aussi. Ouais. Parce que les enfants, moi quand j'étais en CE1, CE2, je ne savais pas ce que c'était que la sexualité, je ne savais pas ce que c'était que la masturbation. Les enfants aujourd'hui, ils demandent ce que c'est qu'une fellation. Donc on peut être un peu saisi, mais je pense qu'il faut répondre. En tout cas, il faut anticiper. Enfin, il faut vraiment se dire que c'est plus des bébés, et même si on a envie qu'ils restent des bébés, ça n'en est plus, à cause des images, du TikTok que tous les enfants regardent. Et il faut être prêt à savoir quoi répondre. Parce que, comme Aurore a dit un mot très important, c'est la honte. Et je pense que c'est toujours cette histoire de curseur. Et si on commence à avoir honte, de toute façon, les enfants, de toute façon, ils le feront. Ils iront chercher des informations où ils peuvent et qui ne seront pas forcément des endroits où le consentement est la priorité. Pour mon avant-dernière question, on va revenir quand même à la sexualité des adultes et notamment des femmes. Donc Aïna et Aurore surtout, mais certainement toi aussi Aline, parce que du coup, de par ton métier et toutes les études que tu as pu faire, voilà, sur la sexualité, de façon générale, qu'est-ce que vous observez en termes de croyances limitantes, mais pas que vraiment de croyances limitantes, j'ai perdu mon terme. Préjugés. Voilà, exactement, préjugés que les femmes ont peut-être sur elles-mêmes et sur la sexualité en général, qui les empêchent justement d'avoir une sexualité épanouie. Je pose la question parce qu'en fait, je me dis qu'il y a souvent des personnes qui pensent qu'elles sont seules à vivre ça, et en fait, pas du tout. Donc peut-être que le fait que vous en parliez, ça va aider certaines. Moi, c'est peut-être un peu plus niche, c'est-à-dire que ça concerne les femmes en surpoids ou les femmes grosses. Déjà, c'est le fait qu'elles ne soient pas désirables. En fait, c'est très contradictoire en fait en ce qui concerne les femmes grosses, parce que en fait, elles ne sont pas désirables en public. Et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de décorréler en fait la sexualité de l'aspect social. Parce que moi on m'a appris très tôt que si j'étais grosse, je ne trouverais pas de mari par exemple, ou si j'étais grosse, je n'aurais pas de vie. Alors on me disait pas de sexualité quand j'étais petite, mais en tout cas on me disait que je n'aurais pas de vie affective. Et donc cette espèce de croyance
de si on n'a pas un corps normé, on n'est pas désirable, on finit par le croire soi-même. C'est ce qu'on appelle la grossophobie intériorisée, mais je pense que ça va aussi avec les schémas intériorisés. On finit par croire ce qu'on nous a toujours raconté. Donc ça, c'est un préjugé très fort. Et par souci d'acceptation, on va accepter des choses. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah ok, vu qu'on m'a toujours appris que je ne serais pas désirable, on en revient encore une fois à la limite, mais en fait, le curseur est abîmé. Et donc, du coup, en tout cas, il n'est pas au bon endroit. On va se dire, ah bah bon, bah alors, lui ou elle s'intéresse à moi, donc je vais accepter ça parce que finalement, c'est pas si mal, vu qu'on m'avait toujours dit l'inverse. Donc, moi, en tout cas, voilà, en ce qui concerne mon travail, je dirais ça. Il y a à la fois les personnes, alors, moi ce que je vois dans mon cabinet, c'est à la fois des personnes qui vont se trouver anormales par rapport à leur sexualité parce que ils ou elles ont des désirs qui collent pas avec ce ils ont l'habitude de voir à l'extérieur. Soit ça va être peut-être trop hard, ou alors ça va être trop plan-plan, ou alors... Et donc souvent c'est se sentir anormal vis-à-vis de sa sexualité. Donc après le travail ça va être de pouvoir déconstruire pour assumer qu'en fait il n'y a pas de sexualité anormale, c'est qu'en fait la normalité dans la sexualité c'est la norme. C'est-à-dire qu'il y a autant de sexualité que d'êtres humains sur Terre. Et après le deuxième spectre que je vois c'est les associations qu'il y a avec la sexualité. C'est-à-dire que, et surtout dans notre nouvelle génération, avec la hookup culture, avec cette sexualité où voilà, en fait on a dissocié l'amour et le sexe, en fait beaucoup de personnes viennent me voir parce qu'ils n'arrivent pas à associer la sexualité avec les relations longues. Moi c'est vraiment les grosses composantes des personnes que j'accompagne dans mon cabinet. Donc c'est un gros travail, ça prend du temps, mais ouais, moi principalement c'est ça. C'est quoi les ressources, les outils, les lectures potentiellement que vous pouvez proposer, conseiller à notre audience qui est là pour explorer justement un peu plus sa sexualité, pour aller vers une sexualité qui est plus libre, qui est plus consciente, qui est plus épanouie? J'ai dit tout à l'heure la danse, en fait, oui, j'y crois beaucoup à ça, à l'idée d'aller travailler sa sensorialité, sa sensualité pour soi-même, par soi-même, sans compagnon, sans compagne, sans regard extérieur, mais vraiment la travailler depuis l'intérieur. Et ça passe pour moi par la danse, ça peut être du yoga, ça peut être plein d'autres choses. Quand je disais la sexualité se prépare en amont de la sexualité, avant la sexualité, c'est vrai. Si vous vous sentez bien dans votre corps, si vous sentez du plaisir à faire des choses avec votre corps, ça va préparer le terrain et ça va vous donner envie d'explorer encore d'autres choses, peut-être sexuelles, peut-être pas sexuelles. Pour moi, ça c'est vraiment un outil fondamental. Ce qui est très important pour moi, c'est que, et le conseil que je pourrais donner, c'est apprenez à raconter vos histoires. Je pense que ce qu'on est en train de vivre tout de suite, les groupes de parole, parler de son expérience, être capable de poser des mots sur ce qui nous traverse et donc de mettre les histoires de nos corps dans l'espace public et de les partager avec d'autres, c'est ça qui fera qu'on se sent moins seul, qu'on sait en fait qu'on peut échanger, qu'on peut aussi... Alors la sororité c'est ça, mais après il peut y avoir des hommes dans ces groupes, mais partager ses expériences et être capable de raconter ses histoires avec d'autres femmes, avec d'autres personnes où on va trouver des résonances, fait qu'on va trouver des outils. Ouais, apprenez à raconter, parlez-en parce que libérer la parole c'est ce qui va aider aussi à faire du sens à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Ressentez votre corps, le périnée, pour s'y connecter, c'est super important puisque les émotions sont la base des relations sexuelles aussi. Et puis pour libérer la parole, pour ressentir, informez-vous aussi, surtout. Informez-vous, lisez des livres sur vos problématiques, regardez des conférences sur des sujets qui vous tiennent à cœur ou vous vous sentez concerné. Parlez-en aussi à vos proches parce que parfois il y a certains schémas qu'on peut récupérer qui sont ancrés dans notre lignée de famille. Merci beaucoup à toutes les trois, j'ai adoré ce moment.